Bonjour tout le monde, donc comme vous, je suis toujours à la recherche d'amélioration avec le golf. Donc la capsule que vous allez voir, c'est une leçon que j'ai prise avec mon coach Steve Foisy pour m'aider à maîtriser le draw avec mon bois numéro 1. Cette saison, j'ai appris à maîtriser l'autre direction, l'autre trajectoire, le fade ou la cote. Puis c'est un coup que j'aime beaucoup. C'est un coup qui m'a énormément aidé à trouver plus d'allées, à perdre moins de balles aussi. Je me sens plus en contrôle maintenant avec mes coups de départ. Mais il y a quand même du négatif. Je perds de la distance, j'ai de la difficulté avec les doglegs qui vont vers la gauche. Puis aussi, honnêtement, le draw dans le vent, ça peut être un coup qui va voyager plus loin si on a du vent d'en face. Fait qu'il y a beaucoup de bonnes raisons pour frapper un draw. Fait que c'est un coup que j'aimerais mieux comprendre et éventuellement maîtriser avec beaucoup de pratique. Donc, Steve m'a introduit un exercice qui m'a permis justement de mieux comprendre ce que ça prend physiquement puis techniquement pour frapper un bon draw. Fait que j'espère que vous allez aimer la capsule. Ça m'a énormément aidé. Il y a des très bons conseils dans cette capsule-là. Fait que je le recommande fortement. Donc, voici ma leçon avec Steve Foisy pour frapper un draw avec le bois numéro 1. À moins de démarrer sur une normale 3, souvent on est appelé à prendre le bois numéro 1, puis le coup de départ initial souvent va semer le ton à la journée. Je suis accompagné de mon partenaire professionnel en haute performance au niveau des arts martiaux, mais qui s'attaque dorénavant au golf. Il a déjà un super rendement sur le terrain, mais quand même, on peut tous être un peu fragile quand on voit notre premier coup de départ s'en aller vers une zone de pénalité ou encourir simplement une pénalité. Disons que ça part un peu mal, puis par la suite, on a l'impression de jouer du golf de rattrapage. Donc, ce n'est pas vrai que tous les entraîneurs de haut niveau vont procéder de la sorte, mais je vous donne, à vous les élèves et aux enseignants, une méthode possible à explorer pour calibrer la trajectoire directionnelle du bois numéro 1 de vos élèves. Donc, je suis accompagné, comme je vous le mentionnais, de Patrick et Sébastien, et on va calibrer son bois numéro 1. Ça a été popularisé par un enseignant de renom aux États-Unis du nom de Mike Adams. C'est de voir, parce que dans un élan de golf, on va utiliser du dynamisme provenant de différentes sources de puissance. La rotation, des appuis, même certaines formes de sauts pour créer des leviers et ainsi relâcher le bâton avec beaucoup de vigueur. Donc, le relâchement du bâton est quelque chose d'omniprésent chez les joueurs de haut niveau. Les seuls réellement, à mon avis, qui n'ont pas du tout d'influence entre les mains et la poignée lors du contact, c'est ceux qui ont des prises excessivement fortes, qui vont travailler purement par rotation, et les mouvements du corps qui sont adéquats peuvent suffire pour bien placer le bâton. Mais à l'intérieur de nos mains réside une petite source de puissance additionnelle, puis aussi de la motricité fine pour le contrôle. Donc la façon de calibrer, Patrick, ce qu'on va te demander, c'est avec les pieds très proches. Ils n'ont pas besoin d'être collés. Vous pouvez laisser un léger espace. L'objectif, c'est d'enlever un peu de puissance dans l'élan pour mettre le focus sur l'usage de tes avant-bras et tes mains. Donc, de façon volontaire, avec les pieds très près l'un de l'autre, on veut que tu produises des crochets intérieurs prononcés. Donc, on va tenter notre chance, on va en frapper une première, une deuxième. Puis tant aussi longtemps qu'on n'en a pas deux qui tournent assez sévèrement à gauche, on ne passera pas à une position plus standard, puis on va discuter de la raison d'être de ce relâchement-là qui produit les fameux hooks. Mais c'est volontaire, on veut que la balle de Patrick tourne sévèrement à gauche avec une position de pied qui rend très vulnérable son équilibre. Donc, sa base de support ne sera pas super stable. Donc, on veut créer de la vulnérabilité à ce niveau-là pour travailler principalement avec les bras et les mains. On veut des hooks. C'est parti. Okay. En voici un. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc, ce n'est pas un résultat qui nous plaît. Ce n'est pas du tout le but de l'exercice. L'objectif, c'est d'accentuer la réaction des avant-bras en rotation pour créer le crochet. Donc, on en a une. Puis, assurez-vous que la cadence n'augmente pas. C'est-à-dire, quand je dis cadence, on veut toujours la même réaction qui va créer le crochet vers la gauche, mais l'objectif ici, ce n'est pas de mettre de la force. La force va revenir quand on va faire usage de nos jambes et qu'on va aller chercher des amplitudes de mouvement complètes et des appuis qui sont plus normaux en fonction de la technique universelle. En voici un second. Donc 2 en 3 qu'on a clairement vu tourner à gauche. L'autre aussi aurait tourné, mais elle a heurté la nouille de piscine. Donc ça, c'était suffisant. Donc après 3 coups, si vous le faites vous-même, vous pouvez aller à plus de répétitions. 3, c'est pour les besoins de la caméra. On a réussi à procurer 3 crochets intérieurs prononcés avec Patrick.
De là, c'est créer peut-être un ressenti. Donc, à quel moment et à quelle magnitude est-ce que tu as laissé la tête de bâton fermée pour produire la friction qui a permis à la balle de bifurquer vers la gauche. Maintenant, d'une manière conventionnelle, c'est-à-dire en adoptant une position de pied qui est beaucoup plus similaire à celle que tu prendrais d'habitude. De ce qu'on voit ici, on a les pieds qui sont plus larges que les épaules et on crée des angles dans le corps, puis on va chercher la distance entre nous et la balle qui est la plus confortable. Ça, c'est des éléments qu'on a déjà calibrés ensemble, tu as une bonne position d'adresse. Mais là, ce que je t'invite à faire, c'est de puiser dans le ressenti que tu viens de créer, les 3 ressentis qui ont tous 3 fait pivoter la balle à gauche, et que tu veuilles frapper exactement le même crochet, mais maintenant, on se donne droit à l'accès à la rotation puis aux prises d'appui. Je veux que tu ressentes que le relâchement va se faire d'une manière très similaire, c'est-à-dire en ayant un souhait volontaire de courber la balle à gauche. Okay. Et après, on va prendre note du résultat. On va en frapper encore une fois, peut-être 2-3. Okay. Je veux toujours que tu ressentes qu'il y aura un crochet assez prononcé sur la gauche. Good. Mission accomplie. Pas à peu près. Donc, désolé. Patrick est un athlète. Donc, quand on commence à mettre de la vigueur puis on fait usage du sol, les plus petits membres, les bras et les mains, se sont harmonisés à son corps. C'est-à-dire on a réussi à procurer la même trajectoire de balle avec plus d'auteur, parce qu'il y avait plus de vitesse, mais ta réaction au niveau des mains a été faite en symbiose avec le corps. Mais est-ce qu'on veut une trajectoire comme ça sur le terrain? Non, merci. Assurément que non. Non, merci. On en fait une autre avec le même désir, même si la dernière a coûté au club de golf Le Blainvilliers, et je m'en excuse, quelques sous, on ira la repêcher ensemble ensuite. OK? Deuxième crochet. Donc, à la lumière de ces 2 coups-là, émission accomplie du côté de Patrick, 2 crochets prononcés à gauche, puis maintenant on a fait un bon usage du sol, la balle s'est élevée davantage, elle est allée plus loin, toutefois hors cible. Et c'était voulu. Si le même ressenti que lors de la calibration avait procuré à Patrick une trajectoire standard, c'est-à-dire très droite, ça devient fonctionnel. Donc, on est en quelque sorte en train d'agencer les mouvements du corps à la réaction des bras et des mains. Ça n'a pas été le cas. De notre côté, Patrick, ce que je te suggérerais davantage, c'est de dire, OK, on crée le même dynamisme avec les jambes, même processus de chargement. Les prises d'appui sont faites avec beaucoup de minutie de ton côté, mais là, on va ajuster le moment du relâchement. Avec l'image que je vais te donner, tu vas prendre le bâton à l'envers, tu vas le placer sur ton épaule gauche, et j'y vais de façon purement spéculative. Imagine que ça, c'est une canne à pêche et que tu souhaites lancer la mouche dans l'eau. De quelle manière est-ce que tu procéderais? La mouche est derrière toi, l'hameçon aussi. On envoie ça dans le lac. Parfait. Donc, il y a un moment de relâchement. Ouais. Si je fais ceci versus ça, les relâchements n'ont pas été faits au même moment. Celui-ci est hâtif, celui-ci est tardif. Ouais. Et il y a différents moments de relâchement qui se situent entre les deux. Fait que là, ce qu'on veut trouver, c'est ton point magique. À quel moment est-ce qu'on veut? Et j'aime faire allusion à l'image de l'électricité qui va être dirigée vers la tête de bâton. À quel moment est-ce qu'on veut envoyer l'électricité vers la tête de bâton? Et à la lumière de ce qu'on vient de faire, ça se doit d'être retardé par rapport à ce qu'on était en train de faire. Et de là, on va pouvoir, avec la trajectoire que la balle va emprunter, te poser une question sur le ressenti. Et peut-être créer une référence positionnelle du moment où tu sens que la poignée ralentit et que tu laisses la tête de bâton accélérer. Parce que c'est clairement ça. Si on a une canne à pêche ou même un fouet, le premier objectif pour que le fouet ou la canne à pêche puisse envoyer la ligne ou son extrémité opposée loin devant nous et fouetter, c'est la poignée qui est accélérée en premier. Ensuite, on va freiner la poignée de façon assez prompte. On va laisser la tête de bâton, ou plutôt la mouche, quitter et s'en aller vers le lac. Donc, au golf, c'est la même chose. On fait notre élan arrière, on reprend notre appui, et de là, il y a un moment où la poignée va ralentir, alors qu'on l'a accéléré dans le début de la descente, pour ensuite tout aligner les axes pour que la tête de bâton soit placée de façon perpendiculaire à la cible. Ça, c'est l'objectif. Donc, On sait que les coups, au préalable, ont hooké à gauche, ils ont tourné sévèrement.
On veut retarder le moment du relâchement. Donc, il y a un élément de timing d'impliquer là-dedans. Et c'est souvent ce qui peut faire défaut quand on a un petit enjeu, un petit stress qui se présente. Okay. Crochet à gauche, mais beaucoup moins prononcé que lors de l'expérimentation. Et là, on va amener des éléments de ton champ d'expertise, c'est-à-dire une routine complète qui démarre en arrière de la balle, une prise de connaissance de la trajectoire empruntée, c'est-à-dire le couloir produit par les 2 nœuds de piscine, et un mot-clé que tu as eu l'occasion de me partager dans le passé qui t'aidait à bien agencer ce que tu veux faire avec les mains et les avant-bras et aussi aider à centrer l'impact sur la face de bâton, qui est celui de la détente. Ouais. Okay? Fait qu'on intègre via un processus ces éléments-là qui, lorsqu'on reste toujours en périphérie de la balle, peuvent nous échapper et qui sont si importants lorsqu'on joue une partie de golf réelle. Toujours avec le même thème de retarder le moment du relâchement. Beaucoup mieux. Mieux sur le plan du contact et un léger crochet intérieur au niveau de la dispersion latérale, mais cette balle-là a franchi une distance intéressante. Ça a été frappé avec vigueur, conviction, beaucoup de solidité. OK, certains joueurs vont peut-être nécessiter des repères positionnels. Fait que si je te pose la question suivante, à quel moment est-ce que tu ressens que les mains ont eu une incidence par rapport à la balle? Est-ce que tes mains étaient avant d'arriver à ta jambe droite, devant ta jambe droite? Est-ce que c'était vis-à-vis ta cuisse ou même au-delà de ça? Mets-le dans tes mots si tu es en mesure de le faire. Je triche un peu parce que j'ai déjà regardé des vidéos de mon élan. OK? Mais je dirais que le relâchement se fait peut-être un petit peu après ma jambe arrière. OK? Présentement, c'est ce que tu ressens? Un petit peu. Ouais. OK, parfait. Donc, si la trajectoire... Tandis qu'avant, elle se faisait même beaucoup avant parce que je savais que je voulais la tirer à gauche le plus possible. Tandis que cette fois-là, j'ai essayé de la retarder, mais en même temps, j'ai quand même senti que c'était un petit peu trop... OK. Donc... Peut-être un peu trop tôt. OK. Si déjà, tu ressens que le relâchement se fait alors que tes mains ont dépassé ta cuisse arrière, on pourrait tenter notre chance. C'est ce qu'on va faire. D'amener les mains en ressenti seulement. C'est peut-être fictif, parce que la vérité serait dévoilée via une caméra. Mais lorsque le bout du bâton est rendu vis-à-vis ta cuisse avant, ta cuisse gauche, oui, que ce serait là qu'on laisserait la tête de bâton se rendre à la balle. Ainsi, tu aurais ralenti la poignée. Magnifique. Et soudainement, non seulement le crochet intérieur est encore présent, mais ça a été fait entre les 2 poteaux. Fait qu'on a pris une pratique de calibration avec des crochets prononcés. Alors? C'est une des meilleures drives que j'ai frappé depuis longtemps. Good! On s'est rendu là en, pour être parfaitement honnête, moins de 10 coups. Ouais. Quelques crochets prononcés avec les pieds qui sont très près. On a réalisé que ce ressenti-là de relâchement qui était prononcé devait être délayé, donc fait plus tard. Ouais. Une fois que ça s'était fait, les contacts étaient solides, mais les balles allaient un petit peu plus à gauche que ce qu'on s'était donné comme seuil. Puis que là, en bifurquant la ligne, j'ai l'impression qu'on pourrait tomber en mode, je vais appeler ça cruise control. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'appelle le cruise control au golf, surtout quand on joue sur le terrain? Plus ou moins, donc il faut être ouvert à s'ajuster une fois sur le terrain. Mais je vais prendre les paroles du grand Jack Nicklaus, qui, lors d'une entrevue donnée dans les dernières années, a parlé d'un patois chinois qui s'appelle Wu Wei. Et Wu Wei, c'est une décision délibérée d'ignorer ce qui se produit dans le but de ne pas le corriger. C'est-à-dire que si les balles vont légèrement à gauche, mais que positionnées de la même façon, les balles vont continuellement à gauche, mais sur une trajectoire qui ne compromet pas ta distance et qui tourne latéralement à un seuil minimum, qu'il nous reste qu'à aligner le corps du côté qui va permettre à la balle d'aller à sa destination. Et je reprends encore les paroles de Nicklaus, on retourne au laboratoire, c'est-à-dire au champ de pratique, après la performance livrée. Ouais. Et en dernier des lieux, Nicklaus a mentionné, ça peut sonner arrogant, mais en bout de ligne, c'est la pure vérité, mentionné qu'il avait gagné de nombreux événements avec des élans différents et avec ce principe-là de Wu Wei, c'est-à-dire de ne pas changer quelque chose alors que on a une forme de constance. On ne fait que
agencer ou marier ce qu'on voit avec un alignement qui est propice à la performance. On joue à l'intérieur de nos moyens et c'est ce que les meilleurs joueurs du monde ont su faire et ont su essayer de régler les choses dans un temps qui n'était pas propice à justement d'augmenter le niveau chaotique de la chose. C'est-à-dire si on commence à se battre contre des positions en pleine situation de compétition, ça se peut qu'on fasse ça pour la durée entière de la ronde, puis de là, bien, le pointage sur la carte ne nous plaît plus ou moins. Donc, on a combattu des positions, on l'a entendu de certains autres joueurs, alors qu'on se doit simplement d'accepter de jouer avec ce qu'on a. Donc, Patrick, c'était super bien. Ouais, ça Fait que pour une journée donnée, cette calibration-là peut être faite à chaque jour, ouais. Et ça se peut qu'il y ait des morceaux demain qui diffèrent de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire de créer un ressenti de relâchement qui est peut-être plus hâtif, un alignement qui est standard, puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'on est à recalibrer chaque jour? C'est que la prédisposition physique d'une même personne change. D'une journée à 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard peut changer. Ouais. Donc, c'est à revisiter à chaque fois. Donc, ce serait ma recommandation pour tes compétitions à venir. Et sache qu'on peut faire ça tout seul, à la lumière de ce qu'on connaît de la trajectoire. On n'a pas besoin d'avoir un accompagnement. Donc, mon but, c'est justement que mes élèves performent quand j'ai le dos tourné et que je ne peux pas les assister. Donc, avec ces outils-là, mon cher ami, tu vas pouvoir performer puis tout auto-calibrer. On n'aura même pas besoin de moi pour le faire. Let's go!